Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être assidus à ces conférences de rentrée, conférence inaugurale du DU Agir pour le climat. Donc, puisque vous avez tous et toutes bien suivi donc, la première conférence, on a beaucoup parlé de climat, de gaz à effet de serre. La deuxième, vous avez bien compris que l'essentiel, c'était l'eau, ce qu'on vivait. Et entre les deux, il y a quand même la biosphère. Hein, et donc on est la biosphère, les sols au sens large, qui est vraiment un élément tout à fait essentiel. Et pour nous parler de ce sujet-là, on a le privilège d'accueillir Nathalie de Noblet-du-Coudray, qui dès sa thèse à ce qui s'appelait l'université Pierre et Marie Curie à l'époque, a travaillé justement sur les modèles climatiques et la façon à l'époque, ça devait être très potentiométrique, la façon de régler en fait le rôle de la végétation, de la biosphère dans les modèles climatiques. Donc Nathalie est maintenant directeur ou directrice de recherche. Dans le CV, c'est marqué directeur. De recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc, il y a un laboratoire conjoint juste à côté entre le CEA et le CNRS et l'Université Paris-Saclay. Elle donne beaucoup de cours. Elle a donné des cours. Elle est professeure à l'Agro-Paris-Tech. Elle a donné des cours dans plein d'écoles. Elle a contribué à la création, et s'en occupe toujours, du grec francilien. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un grec, mais c'est l'équivalent du GIEC, mais au niveau régional. Donc c'est comment on fait sur la région Île-de-France pour évaluer les impacts, réduire les émissions. Donc elle a participé à ça. Et elle est également, dans le cadre du GIEC, rédactrice. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait un rapport qui est sorti en 2019 sur les sols. Et donc elle a été rédactrice dans ce rapport-là du chapitre 2, si je me souviens bien. Voilà, et je n'en dis pas plus parce que son CV est très long. Sa participation à l'Académie d'agriculture, enfin bref, je vous en passe. Et donc, je vais la laisser parler. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour tout le monde, merci Didier. C'est un vrai plaisir d'accueillir la nouvelle promotion et puis quelques fidèles qui viennent assister à toutes ces conférences, comme l'année dernière. Donc effectivement, je vais moi vous parler de changement climatique et d'usage des sols ou d'usage des terres. Land use en anglais, en France, on a toujours un problème entre les sols et les terres. La nomenclature est un peu compliquée. Mais en plus fin, je vais vous montrer comment, ou poser la question, est-ce que la végétation, est-ce que nos sols, est-ce que les usages que nous faisons de nos sols contribuent ou pas à l'évolution du climat? Donc on va essayer de répondre à cette question pendant cet exposé. Et donc je vais d'abord vous montrer la coévolution. On ne parle pas de causalité, là, mais la coévolution entre le climat et les terres émergées au cours de ces 1000 dernières années. Donc ça va commencer à amorcer la question. Ensuite, je vais rentrer un peu dans les mécanismes, c'est-à-dire quels sont les mécanismes par lesquels les terres peuvent influencer le climat. C'est quand même important de comprendre ce qui se passe en termes de fonctionnement. Et puis ensuite, je vais vous donner des exemples sur plusieurs échelles de temps et plusieurs échelles d'espace. Donc on va parler de cycle du carbone, on va parler d'événements extrêmes, on va parler de grandes transitions climatiques, l'entrée dans la dernière glaciation il y a 115 000 ans. On va parler de l'effet sous le vent d'une reforestation. Et je terminerai en vous montrant qu'une même cause n'entraîne pas toujours les mêmes effets, même si les processus que l'on entraîne en faisant un changement sont les mêmes. Et donc on va parler de l'effet de la déforestation sous plusieurs latitudes
et l'effet d'une reforestation dans une zone semi-aride. Et pour vous montrer qu'il y a de la biogéo-ingénierie, hein, c'est très à la mode en ce moment, et donc pour vous montrer qu'on n'aboutit pas toujours au même résultat et que donc le calcul, la réflexion est importante en amont. Alors, quelques rappels sur la coévolution du climat et de l'état de nos terres émergées. Vous avez vu cette figure lundi soir, pour ceux qui étaient là, et qui a été présentée par Valérie Masson, et qui vous montre sur votre gauche l'évolution de l'anomalie de la température moyenne mondiale annuelle, anomalie par rapport aux années 1850-1900, au cours des 2000 dernières années, avec cette terminaison en crosse de hockey, où vous avez la montée fulgurante de cette anomalie de température depuis 1850, qui est le signe du réchauffement de notre climat. Et puis vous avez sur votre droite les mêmes courbes en crosse de hockey pour les 3 gaz à effet de serre principaux qui sont responsables de l'augmentation de cette température. Donc ça, c'est les 2000 dernières années. Si on regarde l'évolution de la végétation, là je vais vous montrer juste l'anthropisation des sols au cours des 1000, un peu moins de 1000 ans, mais oui, 1200 dernières années. Donc là, vous voyez des cartes. Sur la gauche, c'est une étendue de l'agriculture en haut et des zones de prairiales en bas, en l'an 800 de notre ère. Et sur votre droite, vous avez les mêmes cartes, mais aujourd'hui. Et plus votre couleur est rouge, plus vous avez 100% d'un petit carré de 50 km par 50 km, notre pixel de base, qui est totalement couvert, soit par de l'agriculture, soit par des zones prairiales. Et donc vous voyez massivement, au cours de ces 1200-1300 dernières années, une anthropisation de nos sols, avec une disparition progressive des zones naturelles, pour faire croître notre agriculture, pour pouvoir avoir des pâturages, pour avoir des prairies que l'on va exploiter pour notre élevage. Donc ça, c'est quand même assez magistral aussi. Donc je n'ai pas la courbe en continu pour vous montrer, parce que ce n'est pas si facile que ça de reconstituer la végétation dans le passé. Mais vous voyez que c'est aussi quelque chose, c'est un grand pas qui a été franchi et qui a été en parallèle de l'augmentation de la température de notre planète. Alors ça, c'est une autre façon de visualiser ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous avez plusieurs pavés de couleurs qui vous donnent des ordres de grandeur en pourcentage des terres émergées non englacées, des ordres de grandeur de l'occupation par différents types d'occupation des sols. Alors, la première chose à voir, c'est qu'aujourd'hui, 70% de nos terres émergées est soit occupées, soit exploitées par nos activités. Les 30% qui restent, c'est des bouts de forêt tropicale et les grands déserts et les zones de pergélisol dans les très hautes latitudes. D'accord ? Donc c'est quand même important de prendre, de retenir l'intensité de notre empreinte sur nos sols. Alors la partie en rose à droite, à gauche, Valérie Masson-Delmotte vous a dit « Nous sommes 50% de la population qui vivons dans des zones urbaines ». Les zones urbaines, c'est 1% des terres émergées non englacées. À chaque fois que je pose des questions aux étudiants, on me dit « Oh, 30, 40%. » Non, c'est 1%. C'est un tout petit pourcent. Et tout le reste, c'est nos activités. Pour produire, à manger, pour faire de l'énergie, pour produire des matériaux pour s'habiller, etc. Donc vous avez 12% de terres agricoles, vous avez environ 30% de zones prairiales, vous avez à peu près 22% de plantations forestières, et puis le reste, c'est un peu moins de 30% de terres naturelles qui restent. Donc voilà, ces ordres de grandeur, c'est quand même important. Et puis la population urbaine, on va passer à 70% en 2040. C'est à peu près les prévisions qui sont faites. Donc on a tendance à aller s'agglomérer de plus en plus dans les villes. Malgré l'effet Covid, pour le moment, les trajectoires n'ont pas l'air de trop changer. Donc c'est quand même un tout petit pourcent. Donc les villes, c'est important. Mais s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui travaillent sur de la modélisation climatique à grande échelle, quand on travaille sur un modèle de climat global, pour le moment, les villes, on n'en tient pas compte. On en tient compte quand on travaille sur du climat régional,
pas forcément à l'échelle globale parce que leur occupation est très faible. Alors pourquoi ces changements d'occupation des sols? L'un des facteurs, c'est un système alimentaire insoutenable. D'accord? Valérie en a parlé lundi aussi. On a, si vous voyez les courbes à gauche, donc la courbe tout en bas, c'est l'augmentation des ruminants depuis 1960, donc 1,5 fois plus de ruminants pour des questions parce qu'on a augmenté finalement l'utilisation des protéines animales. Vous avez un doublement des volumes d'eau utilisés pour l'irrigation, c'est la courbe numéro 3. Vous avez un triplement de la production céréalière, donc vraiment des rendements céréaliers qui ont augmenté, et une multiplication par 9 de l'utilisation d'engrais azotés inorganiques comme fertilisants. Et là, cette multiplication par 9, elle entraîne énormément de problèmes de qualité de nos sols, de nos eaux et aussi de notre air. Alors pourquoi cette augmentation? Eh bien, en fait, l'apport calorique à l'échelle mondiale a augmenté de 1/3 par personne, si on le ramène par personne. Et cela a permis d'inverser les courbes ou les niveaux entre le nombre de personnes qui souffrent de la faim et le nombre de personnes qui sont en suralimentation. Et aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes en surpoids contre 820 millions de personnes qui souffrent de la faim. D'accord? Et là, je fais juste un petit aparté. D'abord, c'est inacceptable aujourd'hui, dans le monde actuel, vu la production, qu'on ait encore 820 millions de personnes qui meurent de faim. Mais ensuite, ne vous laissez pas leurrer, on pourra en discuter si vous voulez, par les faux débats. On n'a pas de problème de production mondiale aujourd'hui. Aucun problème de production mondiale aujourd'hui. Et même si nous atteignons 10 milliards d'individus sur la planète, on n'aura pas de problème de production. C'est un problème de répartition. Ça n'est en aucun cas un problème de production alimentaire mondiale. Donc on pourrait résoudre le problème des 820 millions de personnes qui meurent de faim aujourd'hui dans le monde. Et donc il y a un approvisionnement en huile végétale, en viande, etc. Et le dernier point que je voudrais souligner sur cette figure, c'est qu'on a 1/3 de la production mondiale qui aujourd'hui est perdue ou gaspillée. Elle est perdue dans les pays en développement parce qu'ils ont des problèmes de transport après la récolte, d'entreposage finalement sans maladie des aliments, de conservation des aliments, et elle est gaspillée sous nos latitudes dans les pays tempérés. Donc 1/3, c'est 8 à 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc déjà, si on arrêtait le gaspillage, si on aidait les pays en développement à conserver correctement leurs aliments et à les transporter sans perte, on diviserait facilement, on perdrait 8 à 12% de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre. Donc sur le système alimentaire, il y a énormément de choses et il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et le dernier point sur ces pressions humaines sur les terres, c'est l'érosion des terres. Aujourd'hui, on a environ 1/4 des terres totales, donc 25%, qui sont considérées comme dégradées. Dégradées, ça veut dire, 1, elles ont un potentiel productif qui a baissé. 2, elles ont une capacité à stocker du carbone qui baisse. 3, on a perdu de la terre par érosion. Et 4, on n'a plus de biodiversité. C'est les 4 grands facteurs qui nous permettent de déclarer une terre comme étant dégradée. Et si on pense juste à l'érosion, sur une terre agricole qui n'est pas travaillée, donc où on n'a pas de labour, on a quand même 10 à 20 fois de perte de terre. Enfin, on a une érosion qui est 10 à 20 fois plus élevé que le taux de renouvellement du sol. Et si cette terre est labourée, le facteur est 100. Donc il va vous falloir, si vous labourez un jour votre champ, il va falloir 100 ans pour retrouver la matière qui aura été érodée par le labour du sol. Donc ça aussi, c'est des questions qui se posent et qui sont vraiment importantes. Alors, je vous ai dit coévolution, réchauffement climatique et anthropisation massive des sols ont une cause commune. Ce sont les activités humaines. Je n'ai pas parlé de causalité, j'ai juste parlé de coévolution, mais la cause est vraiment la même, ce sont nos activités humaines. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans la partie processus. Je ne rentrerai pas dans des équations, mais on va quand même essayer de regarder un peu ce qui se passe. Alors,
pourquoi est-ce que la végétation, pourquoi est-ce que les terres émergées ont un potentiel d'influencer le climat? Eh bien parce qu'en fait, elles échangent à tout instant de la chaleur, de l'énergie, des composés de toutes sortes avec l'atmosphère. Donc il y a des échanges qui sont continus entre la surface et l'atmosphère. Vous savez déjà qu'il y a des échanges de carbone par photosynthèse ou respiration. Vous savez aussi qu'il y a des échanges de vapeur d'eau par transpiration et puis par interception de l'eau de pluie et infiltration dans les sols. Vous savez aussi qu'il y a des échanges de méthane dans des zones comme les rizières ou comme les marais. Il y a aussi des échanges d'azote sous toutes sortes de formes, notamment liées au fait qu'on fait de l'épandage d'engrais azotés. Et puis, on a des émissions de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, des alcools, des terpènes, des isoprènes, qui sont des composés qui ont la capacité de créer des aérosols secondaires dans l'atmosphère et donc de contribuer à la formation plus ou moins rapide de nuages. Et donc, forcément, de contribuer au moment où la pluie va se former et à la façon dont les gouttes d'eau vont coalescer entre elles et affecter les précipitations. Et puis tous ces composés chimiques, CO2, méthane, N2O ou autres, affectent la capacité oxydante de l'atmosphère, affectent la composition chimique de l'atmosphère et donc affectent aussi la qualité de l'air que vous allez respirer. Donc tout ça, tous ces processus, ils se produisent tout le temps. Et donc c'est par ce biais-là que les surfaces ont bien sûr un potentiel pour influencer le climat que l'on ressent sur nos lieux de vie, mais aussi le climat à plus grande échelle. Alors si maintenant on rentre un petit peu plus dans le cœur, on va parler d'abord bilan d'énergie. Alors, bilan d'énergie, vous savez qu'on a de l'énergie solaire qui arrive, c'est le moteur de tout sur notre planète, et c'est aussi le moteur de la croissance de nos végétaux. Et puis, nos végétaux, ensuite, vous avez une partie, à peu près 80-85% de cette énergie qui va être utilisée pour réchauffer le sol, qui va donc restituer une partie de cette énergie sous forme de rayonnement thermique, rayonnement infrarouge, ce sont les grosses flèches rouges que vous voyez, rayonnement thermique qui peut être recapturé par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et renvoyé vers la surface, c'est le réchauffement climatique que l'on subit. Et puis, il y a deux flux, c'est ceux qui sont en vert, qui sont extrêmement importants, qui sont la répartition de l'énergie sous forme de convection. Donc en gros, l'énergie, elle arrive sous forme de rayonnement et elle repart vers l'atmosphère sous forme de rayonnement thermique et sous forme de convection. Convection sèche, qu'on appelle les flux de chaleur sensibles. L'air et l'atmosphère sont à deux températures différentes. Il y a un peu de turbulence, hop, ça convecte et ça renvoie de la chaleur à l'atmosphère. Et puis de la chaleur qu'on appelle latente, c'est de l'évapotranspiration, de la chaleur, des échanges de vapeur d'eau. Donc il y a, pareil, un contraste hydrique différent entre un sol potentiellement humide et une atmosphère sèche. Et donc, on a un peu de convection, on a un peu de turbulence, et hop, les molécules de vapeur d'eau s'envolent. Et on parle de chaleur latente, parce que la chaleur n'est pas restituée immédiatement à l'atmosphère, elle n'est restituée qu'au moment de la condensation. Donc, avec la convection de chaleur sèche, on réchauffe tout de suite. Donc, vous êtes dans un désert, vous ressentez cette chaleur, c'est le flux de chaleur sensible, c'est cette convection de chaleur sèche. Vous êtes dans une forêt, vous ne la ressentez pas parce que l'énergie est enlevée à la surface. Donc vous avez ce sentiment de fraîcheur. Si on oublie l'ombre, vous avez quand même un sentiment de fraîcheur. Et par contre, en altitude, ça va se réchauffer au moment où il y aura la condensation. Et ça, c'est important. C'est ce que vous montre ce petit schéma. Parce que quand on fait de la modélisation du climat et quand on regarde et qu'on veut lier ce qui se passe à la surface à ce qui va se passer en termes de circulation atmosphérique ou de pluie, si on se trompe sur la quantité d'énergie qui repart sous forme de convection, si on se trompe entre la quantité qui part en convection sèche et la quantité qui part en convection humide, eh bien on se trompe sur le réchauffement de la colonne d'atmosphère et le niveau où ce réchauffement va avoir lieu. Et puis la convection, le flux de chaleur latente, le lambda E, ici, en bleu, la vapeur d'eau, elle est émise en altitude et puis elle est transportée, parfois par les vents, loin de sa source d'émission. Donc le réchauffement va se faire en altitude et parfois très loin de l'endroit où les molécules de vapeur d'eau sont sorties de la surface. Par contre, le flux de chaleur sensible, lui, va vous réchauffer exactement là où vous êtes.
Donc ça, c'est important parce que le gradient vertical de température dans l'atmosphère est une partie de ce qui va provoquer la circulation du vent. Donc si vous vous trompez là, vous vous trompez sur votre circulation du vent. Donc déjà, dans un modèle climatique, si vous n'avez pas la végétation, si vous ne savez pas faire ça, votre modèle, il est forcément un peu faux. Alors, maintenant, on va attaquer un peu le cycle de l'eau. Et j'en vois un qui va être content là, voilà. Parce que hier, Gabriel Boulot vous a dit que le grand cycle de l'eau qu'on apprend à l'école, eh ben, ça ne marche plus. Eh bien, c'est faux. Je suis désolée, mais c'est faux. Parce qu'on confond les échelles spatiales. C'est-à-dire que si vous dites à un Africain que la mousson africaine, elle dépend des barrages en Europe, il va vous rire au nez. D'accord ? Et c'est ça, en fait, qu'elle dit quelque part, si le grand cycle... Les grandes moussons, les grandes zones où tombe la pluie, eh bien, elle est liée à la circulation, la grande circulation atmosphérique qui, elle, est liée à la façon dont le rayonnement solaire arrive sur notre planète et au gradient entre l'équateur et les pôles et à la place où se trouvent les continents. Tant qu'on n'a pas bougé nos continents et tant que le soleil arrive toujours de la même manière sur la Terre, on aura toujours les grandes zones de pluie et les grands déserts là où ils sont aujourd'hui. Donc le grand cycle de l'eau, rassurez-vous pour ceux qui ont des enfants en primaire, il marche toujours. Ce qui ne marche pas en revanche, et là où elle a raison, c'est quand vous voulez faire un bilan d'eau dans une région très spécifique, sur le plateau de Saclay par exemple, si vous ne tenez pas compte des drains qui sont installés sur le plateau de Saclay, si vous ne tenez pas compte d'un certain nombre de choses, eh bien votre bilan hydrologique sur le plateau de Saclay, il sera faux. Donc là, elle a complètement raison. Mais quand même, il ne faut pas oublier que le grand cycle de l'eau, il est avant tout lié à la machinerie terrestre et énergétique, au rayonnement solaire et à la façon dont notre globe est constitué. Alors, quand vous regardez cette figure-là, elle vous dit quoi? Elle vous dit que les grands flux, bien sûr, d'évaporation et de précipitation ont lieu au-dessus des océans, et les quantités qui tombent ou qui évaporent des continents sont beaucoup plus faibles, d'un tiers à peu près. Mais vous avez quand même plus d'évaporation au-dessus des océans qu'il n'y en a qu'il n'y a de précipitations. Et donc, il y a un transfert d'énergie sous forme de vapeur d'eau de l'océan vers le continent. C'est les flux de mousson, notamment. D'accord ? Donc, vous avez une grande partie de la vapeur d'eau qui arrive sur les continents. Et sur les continents, il y a une partie de cette eau-là qui est recyclée par évaporation. D'accord ? Donc 61,7% des pluies, l'évaporation, c'est 61,7% des pluies sur Terre. Donc 61% qui est recyclé. Et après, bien sûr, le retour se fait par ruissellement par les rivières qui réapportent de l'eau douce aux océans. Et là aussi, quand on parle d'un modèle climatique, si on se trompe sur ces ordres de grandeur-là, eh bien, on n'apporte pas assez d'eau douce à l'océan. Et donc l'océan est trop salé. Et donc on a des circulations qu'on appelle salines, enfin thermohalines, qui se mettent en place et qui ne sont pas justes. Donc en fait, cette grande boucle de circulation, c'est d'où vient l'eau douce, où elle va et comment elle repart vers l'océan, c'est extrêmement important. Donc ces ordres de grandeur, ils restent les mêmes. Et vous voyez cette petite truc au milieu, l'utilisation par l'homme de l'eau, c'est ce dont parlait Gabriel Boulot hier, et qui fait qu'effectivement, vous avez besoin de regarder ce qui se passe au niveau des barrages, des aménagements, si vous voulez étudier le bilan hydrologique d'une région très particulière. Alors, quand on regarde un petit peu plus finement, on a une partie... Donc les océans, en gros, amènent de l'eau aux continents, mais les continents amènent aussi un petit peu d'eau aux océans. C'est-à-dire que toute l'eau qui évapore d'un continent, 70% de cette eau-là va retomber sur place ou sous le vent ou dans une région continentale. Et puis vous avez 17-20% qui vont... vous avez un petit 30% qui va retomber sur les bords océaniques et qui va aller alimenter. Donc vous avez un flux dans les deux sens, de l'océan vers le continent, mais aussi un petit peu du continent vers l'océan. Et c'est ce que je vais vous détailler aussi un petit peu après. Alors vous avez des chercheurs qui se sont amusés à dire, bah, tiens, finalement, on veut planter des forêts un peu partout pour pomper du carbone, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais quel effet ça aura sur le cycle de l'eau? Et donc ils ont regardé, donc la figure que vous allez en haut en vert sont toutes les zones où on pourrait potentiellement augmenter la superficie occupée par des forêts. Donc on pourrait soit reforester, soit afforester. Afforester voulant dire mettre des forêts là où il n'y en a jamais eu.
et reforester si on remet des forêts là où il y en a déjà eu. Et puis ils ont dit, ben voilà, si on replante des forêts dans ces endroits-là, en supposant que le climat ne change pas, combien d'évaporation on va générer en plus sur le continent. Donc ça, c'est votre figure en bleu. Donc vous voyez que pratiquement partout où vous plantez des forêts, eh ben, vous augmentez le flux d'eau qui repart vers l'atmosphère, parce que ce sont des zones où il y a quand même encore un peu d'eau, où il y a au moins des nappes phréatiques, donc on n'est pas complètement limité par les stocks d'eau. Sachant que ce calcul-là tient compte du stock d'eau qu'il y a dans chacune de ces régions-là. Et comment est-ce que ça se traduit en pluviométrie? Donc ce qui a été fait, c'est qu'ils ont regardé, ils ont supposé que le transport par les vents ne changeait pas. Donc il y a plein d'hypothèses derrière, hein, mais c'est une première hypothèse sur un petit coin de table. Et donc là, c'est la réponse en précipitation. Donc en fait, l'augmentation des précipitations en réponse à la reforestation, c'est 68% de l'évaporation supplémentaire qui va retomber sur les continents. Donc on apporte effectivement plus d'eau sur la plupart des continents. Vous voyez que c'est partout du bleu. À aucun moment on est dans du jaune ou du orange. Donc en fait, on réhydrate, je dirais quelque part, partout l'atmosphère et on recrée des précipitations supplémentaires. Et vous voyez que les bords des océans, les façades est, les bords est des continents, donc les bords ouest des océans, reçoivent aussi leur part de précipitation qui est liée au surplus d'évaporation sur les continents, à la reforestation. Donc on a bien un flux quand même de vapeur d'eau qui va du continent vers l'océan et qui va apporter de l'eau douce sur les bords ouest de la plupart des océans. Alors maintenant, ok, évaporation augmente, je mets plus de forêts, j'augmente mon évaporation, j'augmente mes pluies, chouette. Donc, je réhydrate mes sols. Eh ben non, je ne réhydrate pas forcément mes sols. Partout où c'est jaune, j'assèche mes sols. D'accord? Parce qu'en fait, la quantité d'eau qui va être évaporée par la forêt est largement supérieure dans beaucoup de régions à la quantité d'eau qui va retomber sous forme de précipitation. Donc je ne boucle pas mon cycle hydrologique puisqu'il y a aussi 30% de cette eau que je perds puisqu'elle part dans les océans. Donc on a quelque chose qui est compliqué. Reverdir, ça nous rapporte effectivement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais ça ne nous rapporte pas forcément de l'eau sur les continents et donc ça ne nous permet pas forcément d'augmenter nos ressources en eau et de pouvoir retravailler sur l'eau. Donc travailler sur l'eau, oui, c'est important, mais pas à n'importe quel prix. Ça vous montre aussi que quand on parle de reforestation, vous en entendez surtout parler pour des questions de carbone, mais il n'y a pas que le carbone derrière la forêt, il y a aussi plein d'autres choses. On a vu le bilan d'énergie, on a vu le bilan d'eau, on va faire un petit focus sur le carbone. Donc, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est bilan d'eau et bilan d'énergie, ils sont reliés. Ils sont reliés via l'évapotranspiration, puisque l'évapotranspiration, c'est ce qu'un énergéticien va appeler le flux de chaleur latente, puisqu'il y a de l'énergie dans la vapeur d'eau, et donc ça nous sert. Donc ces deux flux-là, ces deux bilans sont couplés, énergie-eau. Et puis, eau-carbone, c'est couplé aussi, parce qu'une plante qui transpire, elle transpire à travers les pores de ses feuilles, comme nous transpirons par les pores de notre peau. Et les pores de ses feuilles s'appellent des stomates. Et en fait, quand la plante ouvre ses stomates pour accueillir le CO2, eh bien, en fait, comme son stomate est saturé en eau, eh bien, elle perd de l'eau par transpiration. C'est pour ça que quand il y a des stress hydriques, quand le sol est un peu sec, la plante va se flétrir parce qu'elle ferme ses stomates pour éviter de perdre trop d'eau et de s'assécher, mais pendant ce temps-là, elle absorbe plus du tout de CO2, donc elle meurt par perte de biomasse. D'accord? Donc en fait, elle meurt pas forcément de dessiccation, elle meurt en général parce qu'elle ne fait plus de photosynthèse et qu'elle continue à respirer parce qu'elle a du matériau végétal et que ce matériau, il a besoin de respirer, donc elle perd de la biomasse en respirant et elle n'en pompe plus parce qu'elle n'ouvre plus ses stomates. Donc c'est vraiment important de voir que ces deux flux-là sont liés. Donc c'est pareil, quand on veut mettre en équation ce système-là, si on traite de la transpiration sans traiter du bilan du carbone, eh bien on ne s'en sort pas. Parce que quelque part, quelque chose est faux. Ces deux flux sont vraiment intimement liés. Alors, le bilan du carbone, c'est
de la photosynthèse, on absorbe, c'est une respiration, 2 types de respiration pour le vivant, une respiration de croissance et une respiration de maintenance. Donc on respire parce qu'on grandit et on respire parce qu'on veut maintenir le végétal qu'on a déjà établi. Ensuite, on a une respiration par nos sols, par la litière, par la décomposition de la matière organique dans nos sols. Il y a aussi un peu de dissolution du carbone. Donc tout ça, ça nous fait un bilan global du carbone qu'on va regarder ici sur le bilan mondial. Alors souvenez-vous, quand on a parlé de l'eau, je vous ai dit que les flux étaient plus importants au-dessus des océans qu'ils ne l'étaient au-dessus des continents. Pour le carbone, c'est l'inverse. Les flux sont plus importants au-dessus des continents qu'ils ne le sont au-dessus des océans. D'accord ? Donc vous avez des flux à droite au-dessus des océans qui sont de l'ordre de 50 en absorption ou en respiration, et puis qui sont autour de 110 sur les continents. Donc tout ce qui est jaune, ce sont les flux naturels. Et donc à ça se rajoutent nos combustibles fossiles, et donc cette anomalie apportées par nos activités anthropiques qui vont relarguer énormément de CO2 dans l'atmosphère. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a aussi du flux rose au-dessus des continents et il y en a aussi au-dessus des océans. Parce qu'en fait, quand on change la concentration en CO2 de l'atmosphère, eh bien, on change la photosynthèse au-dessus des continents, on change la façon dont les océans absorbent le CO2 et donc on change aussi les flux de base. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'au-dessus des continents comme au-dessus des océans, le flux absorbant est supérieur au flux relargué. Donc en fait, aujourd'hui, quand on met plus de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, pour 100 molécules de CO2 qu'on envoie, il y en a plus de 50 qui sont absorbées soit par les continents, soit par les océans. Donc en fait, on en garde un peu moins de 50 dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, ces biosphères terrestres et océaniques nous rendent un service. Elles absorbent une partie de nos émissions anthropiques de CO2. Ce qu'on va voir, ce que je vous montrerai après dans les exemples, c'est que ce flux-là, eh bien, il n'est pas garanti qu'il se maintienne à ce niveau-là de puits augmenté de carbone au niveau de nos biosphères en fonction du niveau de réchauffement que l'on va atteindre. Alors, un processus biophysique, quand on parle de cycle de l'eau et de bilan d'énergie, on parle de biophysique, rendu visible, cette tempête de sable dans une zone semi-aride. Et là, on est typiquement dans de la convection, du rayonnement, des poussières qui s'élèvent, qui bloquent le rayonnement, qui changent la température et qui changent l'intensité de la turbulence à la surface. Et on a des tempêtes de sable qui avancent. On est typiquement dans un processus biophysique qui part de tout ce dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et puis, évidemment, le cycle du carbone rendu visible, c'est le cycle des saisons. Ça, c'est un secret pour personne, on le voit. Donc, on ne voit pas les flux, mais on voit la matérialité, finalement, de l'intégrale de ces flux que l'on vit chaque saison, notamment sous nos latitudes. Donc là, j'ai brossé un peu le panorama assez rapidement. Je ne suis pas rentrée dans des détails, par exemple, de composés organiques volatiles. On n'a pas parlé de chimie. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Mais des grands processus, finalement, qui sont à l'interface entre le vivant et le climat. Et donc, qui vous explique que peut-être, effectivement, si on change la température, si on change la vapeur d'eau, si on change la chimie, ça a quand même des raisons de changer le climat. Donc, je vais vous montrer cette influence, finalement, du vivant sur le climat à plusieurs échelles de temps et d'espace. Et on va commencer par le cycle du carbone. Alors, les terres émergées, donc, elles contribuent au changement climatique à l'échelle mondiale parce qu'elles sont source et puits de gaz à effet de serre. Et là, la notion d'échelle mondiale est importante parce qu'après, on va parler d'échelle plus régionale ou locale. L'échelle mondiale, parce que le gaz à effet de serre, il est mélangé très vite dans l'atmosphère. Donc, quand vous replantez une forêt quelque part, et donc elle va absorber des molécules de CO2, elle ne va pas affecter par ce biais-là le climat là où vous avez planté la forêt. Par ce biais-là, je dis bien, par le biais du carbone. Elle va l'affecter d'autres manières, mais pas par le biais du carbone. Elle va affecter uniquement l'échelle mondiale. Donc si vous plantez 1 hectare de forêt, mais vous ne faites que ça, votre effet sur le monde, il est peanuts. D'accord ? Donc il faut vraiment que ce soit des entreprises de reforestation énormes, très étendues, pour qu'on commence à voir une matérialisation sur la composition en CO2 de l'atmosphère mondiale.
Les activités agricoles, forestières, donc tout le changement d'occupation des sols que je vous ai montré tous les deux, contribuent pour 23% aux émissions mondiales de tous les gaz à effet de serre confondus. CO2, les trois principaux, CO2, CH4, N2O. Donc en termes de CO2, l'occupation des sols, les activités que nous avons sur nos sols, c'est 13% des émissions mondiales de CO2, pratiquement tout, et de la déforestation. Le méthane, ça commence à monter un petit peu. Rizière, élevage, on est à 44% de contribution qui vient de nos activités sur l'usage que l'on fait de nos terres. Et puis quand on passe sur le N2O, tout est pratiquement attribuable à l'épandage dans nos champs agricoles, et c'est 82% de contribution au bilan total du N2O dans l'atmosphère. Donc on a une contribution très différente selon le type de gaz à effet de serre que l'on regarde. Donc on a parlé tout à l'heure de la photosynthèse, de la respiration, et je vous ai dit que la réponse naturelle à nos émissions, c'était une augmentation de l'efficacité du puits de carbone par la biosphère terrestre. Et effectivement, la biosphère terrestre prend à peu près 29% de nos émissions nettes de CO2. Là, on ne parle plus que de CO2. On ne parle pas de méthane et de N2O. Valérie vous a donné 31%, ça doit être les réajustements d'il y a 3 semaines. Il faut que je revérifie, mais c'est autour de 30%. La biosphère terrestre réabsorbe 30% de ce qu'on émet. Et donc, si vous faites le puits naturel plus les émissions liées à la déforestation, on a vraiment un puits net de carbone sur les continents. Donc, on a vraiment une absorption résiduelle. La question, c'est que va devenir ce puits dans le futur? Où se trouvent les incertitudes? On a plusieurs incertitudes. La première incertitude, c'est l'équilibre photosynthèse-respiration. Aujourd'hui, quand on met plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qu'on a mis jusqu'à présent, on est à 420 parties par million, c'est la photosynthèse qui gagne. On augmente plus la photosynthèse qu'on augmente la respiration. Donc aujourd'hui, on a tendance à augmenter ce puits. Par contre, dans un climat qui va plus se réchauffer, si la température augmente, la respiration augmente. Si la température de nuit augmente, la respiration augmente et n'est pas compensée par de la photosynthèse. Donc là, l'incertitude entre le ratio sur augmentation de photosynthèse-respiration, il y a une marge d'incertitude monstrueuse avec tous les types de modélisation qu'on fait aujourd'hui, et même l'expérimental. On n'a pas de certitude là-dessus, et ça aussi dépend des niveaux de réchauffement. Deuxième incertitude, les feux. Valérie vous l'a dit aussi lundi soir, les feux que l'on voit comme au Canada ou en Australie, ça relargue des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc forcément, ça contribue à réalimenter l'atmosphère en CO2. Ensuite, on a les questions d'assèchement des sols ou d'humidification, c'est-à-dire que là où le sol s'assèche, la respiration va baisser, mais si le sol s'humidifie, la respiration augmente. Si on combine humidification et température, on augmente. Et puis l'autre incertitude, c'est le dégel du pergélisol. Dans le pergélisol, il y a des tonnes de carbone qui sont stockées et qui sont bloquées pour le moment. Et là, on a une incertitude totale sur quand ça va sortir, comment ça va sortir. Les observations qui sont faites aujourd'hui sur des sites particuliers où il y a du dégel montrent que comme il y a une reprise de la végétation sur ces zones où rien ne poussait, en fait, le pompage pour sa croissance de CO2 par cette végétation compense les émissions locales de CO2 ou de méthane. Donc il semble y avoir une compensation aujourd'hui. Mais est-ce que cette compensation va perdurer? Est-ce qu'elle sera vraie sur tout le cercle arctique? Grosse incertitude. Donc les recherches aujourd'hui semblent dire jusqu'en 2100, ce n'est pas un vrai risque, mais au-delà de 2100, ça peut en devenir un. Donc vous voyez, on a encore des marges de progression en termes de recherche. Donc si on essaye de synthétiser ça, vous voyez aujourd'hui, on a un puits d'aide de 54% si on mélange océan et continent. Donc là, pour chaque couleur, enfin pas chaque couleur, chaque rond correspond à un scénario socio-économique dans le futur, à droite le plus extrême, le plus dramatique, et à gauche le plus vertueux,
celui qui nous permettrait de respecter les accords de Paris. Et vous voyez les barres de couleur, qu'elles soient bleues, jaunes, orange ou rouges, qui correspondent aux puits biosphériques. Et le gris, c'est ce qui va rester dans l'atmosphère. Et donc, vous avez le pourcentage au milieu, qui est le pourcentage qui va être absorbé par les terres. Et donc, vous voyez qu'au début, si on continue de se réchauffer ou d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, le pourcentage repris par les océans et les continents va augmenter et continuer d'augmenter. Et puis, il y a un moment où ça s'inverse. Et il y a un moment où ces puits diminuent. Et donc, la quantité de CO2 qui va rester dans l'atmosphère augmente. Et là, on pourrait être face à une accélération du réchauffement climatique. Et donc, le scénario jaune, où se produit un peu la bascule, eh bien, c'est même pas celui qui... c'est à peu près, voire un peu inférieur, un peu plus froid que celui que l'on aurait, le réchauffement que l'on aurait si tous les États respectaient leurs engagements qu'ils ont fait pour leurs intentions d'engagement qu'ils ont fait aux différentes COP. Aucune de ces intentions ne nous permet de maintenir notre réchauffement à 1,5 degré. Il nous mène à la barre jaune, entre le jaune et le rouge. Et donc, vous voyez que déjà, si tous les gouvernements respectaient leurs engagements, ce qu'ils ne font pas, mais s'ils les respectaient, on serait sur ce point de bascule de modifier et de perturber les biosphères, les absorptions par les puits biosphériques, océans et continents. Ça, c'était pour le cycle du carbone. Alors, maintenant, on va parler événements extrêmes et occupation des sols. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien, parce que, d'abord, il n'y a que les Américains qui peuvent faire quelque chose comme ça. Ils ont des terres, ils avaient des terres suffisamment grandes pour pouvoir le faire. En fait, dans les années 90, ils se sont mis à avoir, dans le nord de la Floride, des accidents de froid, de gel énormes qui ont mis à mal leur culture de céréales d'hiver et de citronniers. Et puis, en regardant la météo, ils ont dit, bah, tiens, dans le sud de la Floride, ça ne se passe jamais, ça. Donc, on y va. On déménage toute l'agriculture du nord vers le sud de la Floride. Donc ça, c'est la pointe sud de la Floride. Vous avez à gauche la végétation initiale qui avait à l'époque, avant les années 90, essentiellement du vert, du rose, des zones humides, des forêts, pas d'herbacées, etc. Voilà, zones humides et forêts. Et après, à droite, vous avez finalement le résultat du choix américain, qui a été de dire, allez, on draine les marécages, on vire la forêt et on plante des citronniers, des céréales d'hiver. Et quelques années après, désastre. Des gels jamais vus de l'histoire météorologique dans cette partie de la Floride. Ça n'était jamais arrivé. Donc évidemment, changement climatique, etc. Non, rien. C'était des conditions météorologiques de grande échelle, qu'on appelle des conditions synoptiques, parfaitement banal, parfaitement connu, tout à fait habituel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont modifié le climat de cette région en drainant les marécages et en coupant la forêt. Et donc, j'ai des collègues américains qui ont fait une expérience avec un modèle climatique régional, un modèle de météo, dans lequel ils ont imposé ce changement de végétation et ils ont pu montrer que le fait que les minima, au moment des gels, étaient 3 degrés plus froids, que la durée des gels était multipliée par 2 dans cette région-là après la disparition des marécages et des forêts, était liée au fait que maintenant c'était de l'agriculture qui était là. Donc ils ont pu le démontrer par des modèles. Est-ce que si l'expérience de modélisation avait été faite avant, le gouvernement l'aurait ignoré? Ou est-ce qu'ils auraient décidé de ne pas déplacer leur végétation? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, il y a eu un exemple avéré d'effet massif dans une grande région des États-Unis de l'occupation des sols sur la physique du climat et sur l'expression d'un événement extrême. On a une étude similaire en Australie, 2 grands pays qui peuvent faire des choses massives, au sud-ouest de l'Australie, où ils ont, en bord de mer, ils ont arraché des eucalyptus pour mettre de l'agriculture. Eh bien, la pluie ne tombe plus sur la zone agricole, elle va tomber sur la zone d'eucalyptus qui reste beaucoup plus à l'est, et donc ils sont obligés d'irriguer
alors qu'avant, la pluie tombait à cet endroit-là. Donc on a des évidences et des démonstrations par la modélisation que l'occupation des sols, en dehors de toute réflexion sur le carbone, uniquement sur leur interaction avec la physique du climat, qui a pu changer les conditions météorologiques de ces régions-là. Et donc c'est aussi pour les extrêmes de chaud. Donc les extrêmes de froid ont été affectés, mais les extrêmes de chaud ont aussi été affectés. Donc dans cette région-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce pouvoir rafraîchissant pour l'été et le pouvoir tampon thermique pour l'hiver des marécages et des forêts très denses qu'il y avait à cette époque-là, dans cette région-là, c'est vraiment cet effet-là. Donc c'est plutôt cet effet flux de chaleur latente, évapotranspiration, lien avec le brouillard. C'est ça qui a été déterminant dans l'existence ou l'apparition de ces événements extrêmes jamais vus dans la région. Voilà. Après, on pourrait dire aussi le changement climatique, ça fait 30 ans que les climatologues alertent et pour le moment, il ne s'est pas passé tout ce qu'on aurait voulu qu'il se passe. Donc c'est voilà, la modélisation a son utilité. Est-ce qu'elle permet vraiment d'aller un petit peu plus loin? C'est une autre question. Alors, troisième exemple, l'entrée dans la dernière glaciation. L'entrée dans la dernière glaciation, il y en a qui savent de quand ça date? Je l'ai peut-être dit tout à l'heure d'ailleurs. Je l'ai dit? Bon, vous vous en souvenez alors? Il y a 115 000 ans, d'accord? Il y a 115 000 ans, entrée dans la dernière glaciation. Donc là, on est dans ce qu'on appelle les cycles glaciaires interglaciaires. Ces cycles-là qui ont été mis en évidence par le mathématicien serbe Milutin Milanković, qui a expliqué que l'orbite terrestre autour du Soleil avait des paramètres, une excentricité qui variait, un axe d'inclinaison des pôles qui variait, une précession, etc., qui variait, avec des paramètres, avec des ordres, ah zut, je trouve plus mes mots. Bref, avec une périodicité différente à chaque fois, et c'est cette combinaison de ces trois facteurs de variation qui explique la périodicité de à peu près 100 000 ans que l'on a entre un cycle glaciaire et un autre. C'est des choses que vous a montré Valérie Masson aussi lundi soir, où elle vous a montré qu'on a des oscillations sur le dernier million d'années avec des périodes froides et des périodes chaudes. Donc la question c'est, que s'est-il passé lors de l'entrée dans la dernière glaciation? Lors de la dernière glaciation, en gros, la position relative des équinoxes et des solstices, donc quand vous avez tous ces paramètres orbitaux, aujourd'hui vous savez que les solstices d'hiver et d'été sont au 21 juin et au 21 décembre, mais à d'autres périodes dans le temps, ça n'était ni en juin ni en décembre, c'était à d'autres moments de l'année. D'accord? Donc ça c'est important parce que ça affecte la répartition en latitude du rayonnement solaire que vous avez, et donc ça affecte une grande partie de la circulation des vents et donc de là où tombe la pluie notamment. Donc il y a 115 000 ans, en fait, la position des équinoxes et des solstices sur l'orbite terrestre était la même qu'aujourd'hui à peu de choses près. Par contre, l'excentricité de notre orbite terrestre était un petit peu plus grande, un petit peu plus elliptique. C'est un peu plus un ballon de rugby qu'un ballon de foot, très exagéré. Donc le solstice d'été en juin, en fait, l'hémisphère nord était un petit peu plus loin du Soleil et l'hémisphère sud, au solstice d'hiver, était un petit peu plus près du Soleil. Donc ça, sur l'hémisphère nord, ça veut dire des étés plus frais, donc moins d'énergie qui arrive dans l'hémisphère nord pendant l'été, et des hivers, par contre, plus doux. Et donc, l'hypothèse était que, finalement, l'hypothèse, si on part de l'hypothèse théorique du mathématicien, était qu'avec des étés plus frais, on garde plus de neige au sol. Dans certaines régions, on arrive à de la neige qui se pérennise, et donc on commence à cristalliser, à construire des glaciers, et donc il y a 60 000 ans d'entrée en glaciation pendant ce temps-là. Donc c'est un effet boule de neige. Petit à petit, on agrège la neige qui ne fond pas. Et donc dans les années 70, les premiers modèles d'atmosphère ont dit « pas de problème, on va faire une entrée en glaciation ». Dans les années 70, les modèles climatiques étaient assez rudimentaires. Il n'y avait que l'atmosphère. À l'époque, c'était que des météorologues qui les construisaient. Donc, la seule chose qui comptait, c'était l'atmosphère. Les océans, on s'en fout. Les continents, on s'en fout. Donc, modèle d'atmosphère, on impose les conditions orbitales
de la planète, donc on modifie le rayonnement solaire en fonction des paramètres astronomiques, rien à faire. Il ne se passe rien, pas d'entrée dans la glaciation. Oui, il fait plus froid en hiver, en été, oui, il fait plus chaud en hiver, mais pas de stock de neige qui se crée, rien du tout. Et donc, évidemment, les météorologues de l'époque ont dit Milutin Milanković a tort. Ce n'est pas les modèles qui ont tort, c'est le mathématicien serbe. Sauf que le mathématicien serbe, lui, il avait en tête toutes les rétroactions du système planétaire. Il savait bien, intuitivement ou par sa connaissance profonde, que les océans jouaient un rôle, que les continents pouvaient jouer un rôle, et que le climat, ce n'est pas juste l'atmosphère. Donc, dans les années 90, donc plus de 20 ans ou 25 ans après, quand on a eu des modèles qui permettaient de faire des choses un peu plus sophistiquées que ce qu'on pouvait faire dans les années 75, eh bien, on s'est dit, tiens, mais finalement, les étés sont plus froids, donc qu'est-ce qui se passe pour la végétation ? Les étés plus froids dans les zones boréales, les arbres, ils ont quand même besoin d'un minimum de chaleur pour grandir. Donc, si on ne leur donne pas cette quantité d'énergie, eh bien, il n'y a pas d'arbres. Et donc, c'est ce que vous montre cette figure-là. En haut, c'est la végétation à peu près d'aujourd'hui. Les zones mauves, c'est la toundra, donc une végétation basse, herbacée. Et puis, le bleu, c'est de la taïga et de la forêt boréale, donc vraiment de la végétation arbustive. Et puis, la figure du bas, ça vous montre ce que deviendrait la végétation si elle voyait le climat d'il y a 115 000 ans, qui, soi-disant, n'est pas une entrée en glaciation. Donc, en fait, il fait beaucoup plus froid l'été, et il fait beaucoup plus froid l'été, et bien donc, les arbres ne poussent pas, et vous voyez la zone violette qui descend vers le sud, et qui remplace des zones bleues. Donc, en fait, c'est une déforestation tout à fait naturelle, induite par la position, la trajectoire de notre planète, l'évolution de la trajectoire de notre planète autour du Soleil à cette époque-là. Donc, déforestation boréale, que se passe-t-il ? Donc, avec les premiers modèles des années 95, on commence à dire, OK, donc, rétroaction. On change, donc on va changer la capacité de réflectance de notre surface, de la neige sur une zone herbacée ou de la neige sur une forêt, c'est pas aussi blanc. Donc, il n'y a pas la même quantité d'énergie absorbée. Une forêt, elle transpire, une herbacée, elle transpire un peu moins. La rugosité de la surface, un arbre est beaucoup plus rugueux quand du vent arrive qu'une herbacée plate. Donc, si on tient compte de tous ces paramètres physiques, donc là, on ne parle pas de CO2 du tout, hein, on parle que de ces paramètres physiques, que se passe-t-il? Et donc, on va réinjecter, cette fois-ci, on va garder les paramètres astronomiques parce qu'on veut le rayonnement d'il y a 115 000 ans, et puis on va aussi changer certaines caractéristiques des continents dans nos modèles de climat. Et quand on fait ça, bingo, on rentre en glaciation. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur la figure-là, qui vous montre que l'hémisphère nord, partout où il y a du bleu, ce sont des zones susceptibles d'entrer en glaciation. C'est-à-dire ce sont des régions où le stock de neige augmente, la durée de la saison de la neige augmente, et dans certaines régions, on peut pérenniser la neige. Et vous avez les deux en Phénoscandie et dans la Laurentide, donc les deux zones où la glaciation a effectivement démarré, il y a 115 000 ans, ce sont des zones qui sont vues dans le modèle comme étant des régions où effectivement la glaciation aurait démarré à cet endroit-là il y a 115 000 ans. Donc c'est possible. Donc ça veut dire que l'hypothèse de Milanković était bonne. C'est juste que dans les premiers modèles, il manquait des mécanismes de rétroaction. Et donc, on ne représentait pas l'intégralité de fonctionnement du système climatique. Et alors, ce qui est amusant, c'est que 15 ans plus tard, des paléoclimatologues qui travaillaient sur des données de pollen fossiles sont allés faire des carottages sédimentaires au bord des continents nord-américains et eurasiens, et ils ont analysé les séquences dans des carottes sédimentaires marines. Et ils ont effectivement montré cette déforestation dans les zones boréales qui s'est produite à ce moment-là. Et ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont dit « nous avons raison puisque nous montrons la même chose que le modèle ». Alors qu'en général, un modèle a besoin des données pour prouver qu'il a raison. Et là, c'était vraiment l'inversion complète des pratiques scientifiques. Mais en fait, c'est juste qu'avec un modèle, on a pu aller un petit peu plus vite que le temps que nécessitait la mise en œuvre
de la campagne océanographique, de carottage et ensuite d'analyse des séquences polliniques. Et ensuite, avec d'autres modèles un peu plus complexes, mais qui permettaient de faire une grande séquence temporelle de simulation. Donc là, vous avez entre 126 000 ans et 106 000 ans, vous avez sur la gauche l'augmentation du volume des glaces sur les continents. Donc pendant cette période-là, 115 000 ans, c'est l'entrée en glaciation. Et les traits fins, donc si on se concentre sur la zone noire, qui est le volume des glaces total dans l'hémisphère nord, le trait plein épais, c'est quand la végétation est autorisée à interagir avec le climat. Et donc, on a la déforestation qui répond au forçage climatique, qui amplifie éventuellement les périodes de froid ou qui crée de nouvelles périodes de froid. Et le trait fin, c'est quand vous interdisez à la végétation de répondre à ce forçage solaire initial qui est le paramètre astronomique de notre planète. Et sur la figure de droite, vous avez en bleu donc la coévolution en bleu du volume des glaces sur Terre et en vert de la régression de la quantité d'arbres qu'il y a dans l'hémisphère nord aussi. Et donc on peut montrer comme ça qu'il y a vraiment, pareil, il y a une réponse et il y a une amplification. Et l'entrée en glaciation n'aurait pas pu être possible si on avait figé, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, si on avait figé l'occupation des sols sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment et c'est vraiment, moi, c'est une des premières expériences que j'ai faites dans ma vie de professionnelle qui a vraiment utilisé le modèle qu'elle avait développé auparavant. Et ça m'a fait dire, mais je vais arrêter de travailler sur le paléoclimat parce qu'aujourd'hui, il y a 70% de nos terres qui sont anthropisées. Et donc, forcément, on a un degré de liberté qui manque dans notre système climatique puisqu'on interdit cette rétroaction-là. Qu'est-ce que ça fait? Et ça fait ce que je vous ai montré sur les extrêmes en Floride. D'accord? Donc là, voilà, une grande transition climatique a été influencée par une rétroaction et par un accompagnement de la végétation au forçage initial qui était la trajectoire de l'orbite terrestre. Quatrième exemple, des effets sous le vent de la reforestation. Alors, là, c'est une expérience plus de pensée qui n'a pas encore été mise en œuvre et qui se passe en Californie, où il y a des problèmes, vous en avez entendu parler, de désertification. Et la question, c'est de regagner des zones où on peut cultiver avec des pluies qui reviennent de façon naturelle. Donc l'expérience, c'est dans une vallée, on plante des arbres et on irrigue la forêt pour commencer. Et puis, le vent vient de la vallée vers la colline, donc le vent va transporter la vapeur d'eau vers la colline, elle va condenser, il y a l'effet relief, il y a toutes sortes de choses qui vont faire que ça va condenser sur cette vallée, sur cette colline. Et donc les pluies sur cette colline vont permettre à de la végétation de commencer à pousser, et puis un retour par gravité aussi, et par ruissellement, de l'eau vers la vallée. Et donc on crée une espèce de boucle vertueuse, parce que le vent est de la bonne intensité, qu'il arrive du bon endroit, qu'il va au bon endroit, etc. On ne peut pas faire ça partout, parce qu'il faut quand même que, quelque part, il y ait un minimum d'effets naturels qui soient bons. Et donc, voilà. Et donc, vous pouvez... Et l'idée, c'est qu'après, on arrête d'irriguer la forêt qui est dans la vallée, puisque finalement, elle se réirrigue toute seule par le ruissellement de l'eau qui redescend de la colline et qui revient apporter de l'eau à la forêt elle-même. Et donc ça... C'est une expérience qui a été un peu démontrée théoriquement. Je ne sais pas du tout où ils en sont de leur mise en œuvre. Mais voilà, on commence aussi, on revient sur les pluies. Ce sont des questions qu'on se pose. Et de voir un petit peu comment on peut recréer finalement de la pluie grâce à une bonne occupation des sols et un paysage qui est amélioré. Voilà, donc je vous ai montré... 4 exemples assez divers, assez contrastés en fait. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a finalement, on peut jouer avec la végétation à toutes les échelles de temps et d'espace. Et vous le savez bien, parce que quand on parle de verdissement de nos villes, eh bien, on en parle bien pour les rafraîchir aussi. Donc ça a une bonne raison d'exister, le fait qu'on veuille reverdir nos villes, parce que effectivement, les processus physiques qui
qui sont entraînés sont des processus qui vont amener au refroidissement, au rafraîchissement de nos villes, évidemment à condition qu'il y ait de l'eau. L'eau, évidemment, elle est indispensable. Si vous plantez des choses dans un désert, on va voir ça tout à l'heure, vous ne rapportez pas forcément de l'eau. Alors maintenant, je pense que c'est quand même important de se dire qu'une même cause n'entraîne pas forcément les mêmes effets. Et là, on va regarder l'effet d'une déforestation sous différentes latitudes. Donc là, tout est regroupé sur une seule figure, mais en gros, on a fait des tests en déforestant toutes les différentes bandes de latitude pour voir ce qui allait se passer. Parce que quand vous lisez vos journaux, de temps en temps, vous voyez la forêt, c'est le climatiseur. Elle refroidit. Et puis, vous en avez d'autres qui disent « Ah non, la forêt, ça réchauffe. » Les deux ont raison, en fait. Les personnes qui vous disent que ça réchauffe et les personnes qui vous disent que ça refroidisse, ils ont raison, tous les deux. Mais ce n'est pas au même endroit. Donc en fait, quand on enlève une forêt, on va mettre de côté l'histoire carbone. Quand vous déforestez, bien sûr, vous relarguez du CO2 dans l'atmosphère et vous allez réchauffer par le cycle du carbone. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la latitude à laquelle vous faites la déforestation. Si vous reforestez, vous captez du carbone et vous enlevez du CO2 de l'atmosphère, c'est vrai, quelle que soit la latitude. Par contre, si vous vous intéressez à la physique du système, c'est plus du tout la même histoire. Et donc là, quand vous regardez que la physique du système, vous voyez qu'une déforestation dans les zones tropicales, elle réchauffe, et la déforestation dans les zones boréales, elle refroidit. Et dans le bilan net, il faut que vous mettiez le carbone par-dessus pour dire, voilà, avec le carbone, est-ce que je continue à réchauffer, refroidir, ou est-ce que je fais tout basculer dans le sens du réchauffement? Et là aussi, ça dépend des endroits. Ce genre d'expérience a été faite à l'issue du protocole de Kyoto, en 92, où, dans le protocole de Kyoto, il était écrit qu'il fallait replanter des forêts pour refroidir le climat. On ne plante pas des forêts pour refroidir le climat, on plante des forêts pour enlever du CO2 de l'atmosphère. Ce CO2 de l'atmosphère qui est enlevé va refroidir le climat, mais la forêt, elle a d'autres effets, et pas que celui-là. Donc elle a des effets sur, justement, ce partitionnement de l'énergie qui arrive en surface entre ces fameux flux de convection dont je vous ai parlé tout à l'heure ou de réchauffement. Alors si on prend le cas de la forêt tropicale, ce qui va dominer, c'est son cycle hydrologique. Elle est dans une zone où il pleut beaucoup et donc elle transpire toute l'année. Et donc la transpiration, c'est un flux de chaleur latente, ça enlève de l'énergie à la surface. Donc, la transpiration va refroidir, donc on va enlever de l'énergie à chaque fois, et donc on va refroidir toute l'année, à toutes les saisons. La forêt tropicale, elle refroidit le climat. Même si elle est plus sombre que l'agriculture qui va la remplacer, par exemple, et qui va faire qu'elle va absorber plus d'énergie solaire, d'accord, l'effet qu'on appelle d'albédo. Très souvent, une prairie ou une forêt, la forêt est plus sombre, donc elle absorbe plus d'énergie, donc elle réchauffe par ce biais-là. Par contre, elle transpire plus, donc elle refroidit par ce biais-là. Donc là, on est toujours en balance sur deux phénomènes. Je réchauffe parce que je suis plus sombre, et je refroidis parce que j'évapore plus. Et lequel des deux mécanismes va gagner? Dans les zones tropicales, c'est la transpiration. C'est un mécanisme qui est à l'œuvre tout le temps, et l'écart d'albédo, de réflectance de la surface, eh bien, il n'est pas si important que ça dans les zones tropicales, entre une agriculture ou une prairie et une forêt. Par contre, dans les zones boréales, c'est une autre histoire. D'abord parce que la forêt, elle transpire très peu. Elle transpire pendant 2-3 mois dans l'année. Le reste du temps, il fait trop froid, donc elle ne transpire pas. Donc là, l'effet d'albédo, il devient super important. Parce que même s'il y a moins de rayonnement, le contraste, il est fort, et il est encore plus fort quand il y a de la neige. Parce qu'une forêt avec de la neige, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre qu'une prairie ou que du sol nu avec de la neige. Et donc là, on a un contraste d'absorption d'énergie qui nous fait basculer vers une réponse vers le froid, si on regarde en valeur annuelle. Après, pendant la courte période de saison de croissance de la forêt boréale, là, il fera plus frais sur la zone de forêt boréale, donc déforester, ça va réchauffer la saison de croissance
de la forêt boréale. Mais tout le reste de l'année, il va faire plus froid. D'accord? Donc ça aussi, c'est pareil, c'est vraiment important de se rendre compte que une même cause, les mêmes processus. On déforeste, on augmente l'albédo, on diminue la transpiration, on diminue toutes les convections de chaleur sèche, chaleur humide, etc. Et pourtant, dans les zones boréales, ça entraîne un refroidissement. Dans les zones tropicales, ça entraîne un réchauffement. Et dans les zones tempérées, c'est kiff-kiff. Donc, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. De ce côté-là, c'est vraiment l'effet CO2 qui va dominer dans les zones tempérées, alors que dans les zones tropicales et boréales, c'est extrêmement marqué. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important, parce que quand vous avez une idée en tête et que vous voulez faire une transformation de vos terres, si vous ne pensez pas auparavant à tout ce qui va pouvoir se passer, vous pouvez vous tromper complètement. Et ça se passe là où vous êtes. On parlait du CO2 tout à l'heure. Si vous coupez une forêt, le CO2 est mélangé, vous n'allez pas ressentir l'effet réchauffant sur le lieu où vous êtes. Par contre, la forêt, vous allez le ressentir immédiatement, localement, sur votre lieu de vie, ou sur le lieu où vous avez vraiment changé l'occupation du sol. Et puis, vous voyez que globalement, les océans sont plus froids. Donc ça, après, on peut décomposer en plusieurs choses. Donc vous voyez à gauche l'effet simplement d'albédo. Donc quand on coupe une forêt, on augmente l'albédo de la surface à toutes les latitudes. Et donc, il fait plus froid partout. Donc si vous coupiez votre forêt, mais vous disiez, toi, tu ne changes pas ta rugosité, tu ne changes pas ta transpiration, tu t'appelles herbe, mais par contre, tu transpires comme une forêt, on change juste ta couleur, en fait, ou juste ta réflectance, eh bien, vous auriez eu du plus froid partout. Plus intense dans les zones boréales, plus intense là où il y a de la neige, mais il aurait fait plus froid partout. Par contre, si vous prenez... Par contre, si... Voilà, j'en suis où là ? La figure du milieu, si là vous jouez uniquement sur la partie rugosité, donc c'est pareil, vous coupez votre forêt, mais vous lui dites, tu ne changes pas ton albédo, tu ne changes pas ta transpiration, mais tu changes juste ton coefficient de frottement, ta rugosité, donc la façon dont on va être efficace ou pas à renvoyer de l'énergie sous forme de convection, et bien là, vous voyez que ça entraîne un réchauffement partout. Parce que quand on convecte moins, quand on renvoie moins d'énergie, on garde de l'énergie, il fait plus chaud. Et donc là, c'est le même effet partout, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le globe. Et puis à droite, on fait toujours la même chose, on coupe la forêt, mais on lui dit, là, tu as le droit de changer ta transpiration, mais tu ne changes rien d'autre. Et là, vous voyez que c'est pareil, si vous diminuez la transpiration pour ressembler à ce que va faire une prairie, eh bien, vous gardez de l'énergie au sol, puisque vous en perdez moins par transpiration, et il fait plus chaud partout. Donc vous voyez que quand vous isolez chacun des paramètres qui va bouger quand vous déforestez, vous avez la même réponse partout sur le globe, avec des intensités différentes. Et le truc, c'est dans les intensités différentes. Parce que quand vous mettez tout ensemble, eh bien, le gagnant, ce n'est pas forcément le plus froid ou le plus chaud, ça dépend où on est. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que ça s'applique là, mais ça peut s'appliquer de toutes sortes d'autres choses que vous faites. Donc, les mêmes processus sont bougés et sont enclenchés, mais pas avec la même intensité, et donc la réponse nette n'est pas la même. Deuxième et dernier exemple, alors ça c'est la bio-géo-ingénierie, les tentatives pour essayer d'accroître les précipitations dans le désert grâce à la plantation de jojoba, qui est en plus un biocarburant, n'est-ce pas? Je crois, oui, voilà, je crois que c'est aussi un biocarburant. Et donc là, ils ont fait une expérience dans 2 points différents, donc en Israël et en Oman, sur des zones très très grandes, 100 km par 100 km. Alors c'est pareil, c'est une expérience de modélisation. Donc le jojoba, culture de jojoba, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Donc vous voyez du sable. Donc là, vous voyez que ça, quand vous mettez les arbres, ça assombrit énormément le sol. Là, l'effet d'albédo et de réchauffement, il va être massif. Donc la transpiration, elle a intérêt à sérieusement prendre le relais si on veut rafraîchir et pas réchauffer. Et donc 2 zones désertiques, 2 zones au bord de l'océan. Mais déjà, vous commencez à voir qu'en Israël, les vents dominants viennent du nord, de la Méditerranée.
et puis que en Oman, les vents dominants viennent de l'ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Arabie. L'objectif, donc on plante du jojoba, on l'irrigue, évidemment, il faut commencer par l'irriguer, sinon ça ne peut pas prendre. On l'irrigue et l'objectif, c'est vraiment de ramener la pluie. Alors, en Oman, ça marche. Donc là, vous voyez, alors après, si je peux vous envoyer des liens où il y a des petites animations qui montrent ça. Alors en fait, ça marche parce que ça commence par réchauffer. C'est ce que vous voyez sur les couleurs, hein. Le cœur, là, il rougit. Donc là, on augmente énormément la température parce qu'on passe d'un albédo du désert qui était à 35%, qui renvoyait 35% de l'énergie solaire, à un albédo qui descend à 18%. Dans ces régions-là où il y a quand même beaucoup de l'énergie solaire qui arrive, ça fait énormément de watts par mètre carré en différence. Et donc là, ça commence à chauffer et ça commence à convecter. Là, c'est le flux de chaleur sensible qui démarre. Et puis aussi avec de la vapeur d'eau. Et donc, on commence à créer des turbulences, on commence à créer des ascendances. Et les circonstances dans cette région-là font que ça finit par condenser et ça retombe sous forme de pluie. Donc, on a effectivement lancé la machine et on a commencé à créer un cercle vertueux avec évapotranspiration, précipitation et donc réalimentation, et donc petit à petit à pouvoir couper le robinet de l'irrigation. Ça, c'est ce qu'on voit sur la droite. C'est la quantité de pluie dans le désert d'Oman. Donc les pluies se forment et on diminue l'irrigation. Par contre, à gauche, en Israël, rien du tout. Il ne se passe rien. L'air reste presque désespérément sec. Il y a transpiration, il y a tout ce qui se passe ici, au début, il y a même de la convection qui se crée, mais il n'y a à aucun moment formation de précipitation. Donc là, c'est toutes les questions de circulation de l'atmosphère, d'où vient l'air, comment les choses se créent. On est vraiment dans la dynamique de l'atmosphère. Mais deux endroits différents qui sont quand même tous les deux au bord de l'océan, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques climatiques, la même expérience est faite, et dans un cas, ça pleut, dans l'autre cas, ça ne pleut pas. Et en fait, en Israël, ils le savaient déjà, hein, parce qu'ils ont essayé, dans les années 60, je crois, ou 50, je ne sais plus, ils ont voulu créer une espèce d'énorme réservoir d'eau pour faire une alimentation d'eau pour l'atmosphère, pour réhydrater l'atmosphère, avec l'objectif qu'il repleuve, et puis que ça fasse des petits, et que ça s'étende, et qu'il pleuve en dehors de la piscine, et puis qu'ensuite, voilà. Et ça n'a jamais marché, en fait. Ça n'a jamais marché. Ils l'ont construit vraiment, parce qu'ils n'avaient pas les potentiels de modélisation qu'on a aujourd'hui. Donc ils l'ont vraiment construit, mais ça n'a pas marché. Parce qu'on est dans une zone de subsidence, où on a de l'air sec qui arrive de l'atmosphère et qui écrase toute velléité de convection. Il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire dans ces régions-là. Donc là encore, c'est un exemple où à chaque fois, c'est les mêmes processus qui démarrent, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et donc, il faut faire l'expérience avant, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre les conditions pour pouvoir répondre à cette question-là. Et donc, je termine, donc on aura pas mal de temps de questions, en disant, je retiens quoi? Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que, 1, les terres émergées contribuent effectivement à l'évolution du climat et à 2 échelles d'espace. À l'échelle mondiale, et ça c'est essentiellement via le cycle du carbone. Parce que ce gaz à effet de serre est bien mélangé, qui va changer le climat global, etc. Et puis, à une échelle qu'on oublie très souvent, en tout cas que nos décideurs oublient très souvent, mais aux échelles locales et régionales, à l'échelle de l'aménagement du territoire, à l'échelle où on peut, nous, intervenir, et à l'échelle où on va ressentir des choses et où on va pouvoir se protéger. Quand il fait un temps caniculaire, vous allez là où il y a de la végétation, naturellement. Vous ne restez pas en plein milieu de la zone très, très minérale. Donc, vous le savez instinctivement, votre corps le sait, vous le recherchez. Donc ça, on le sait. Et ça se fait par de la redistribution d'énergie, par de la redistribution de chaleur, de la redistribution de vapeur d'eau. Et ce que je vous ai montré aussi, c'est que ça affecte le climat local à toutes sortes d'échelles de temps, de l'événement extrême aux grandes transitions. Donc ça aussi, c'est important. Donc l'échelle mondiale, c'est important parce que c'est un potentiel d'atténuation du changement climatique. Donc effectivement, et les gens veulent faire de la bioénergie à grande échelle
pour essayer, d'avoir un substitut, mais aussi éventuellement de pomper, d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Mais ça ne suffit pas. Au lieu de vie, on a un potentiel de modulation de la manifestation locale de notre changement climatique. Là, dans la zone minérale, eh bien, si vous plantez plus d'arbres, s'il y a des points d'eau, avec une canicule de 32 degrés, vous allez descendre à 27 degrés. En 2003, entre Paris intramuros et Paris, les faubourgs un peu plus verts de Paris, vous aviez 10 degrés d'écart. 10 degrés au pic de la canicule ou pendant les périodes de nuit. Donc vous pouvez vraiment moduler votre confort thermique en jouant sur la façon dont on use de nos sols. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous faites des changements, vous influencez aussi vos voisins qui sont sous le vent. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était les grands problèmes au moment des OGM, hein, les grands débats sur les OGM, c'était un champ avec OGM et l'autre qui dit « moi je ne fais pas d'OGM ». Oui, mais si tu es sous le vent de celui qui fait de l'OGM, tu as forcément un peu d'OGM qui vient chez toi. Donc il y a des gènes qui sont quand même transportés, il y a des choses qui sont transportées de l'un à l'autre. Donc en fait, on influence ses voisins. Et donc ignorer ses voisins quand on fait quelque chose, c'est pas bien. Et le troisième point sur ces échelles-là, c'est une même cause n'entraîne pas forcément les mêmes effets. Ça, c'est vraiment important. Et le dernier point, c'est au-delà d'un certain niveau de réchauffement, la capacité de puits de nos écosystèmes terrestres, mais aussi marins, peut diminuer. Et donc, ça peut nous conduire à une accélération du réchauffement. Et ça, c'est un message encore plus important pour dire, mais il faut vraiment qu'on arrête d'émettre, qu'on diminue nos émissions, parce que sinon on a des choses qu'on ne sait pas anticiper, parce qu'on n'a pas tout compris du système, on n'a pas tout compris du fonctionnement du système, on n'a pas tout compris des océans, on n'a pas tout compris des continents, et donc forcément on a un potentiel de rétroaction inédit, peut-être insoupçonné encore aujourd'hui, et donc on ne peut pas se permettre de jouer à la roulette russe. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur terres émergées, climat, occupation des sols, et puis donc allez jardiner, hein, voilà. Puis en plus ça vous détendra les neurones et ça vous fera du bien à votre santé, à tout. Donc je pense que de toute façon, ça ne peut être qu'un bien. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Donc on va ouvrir. Si quelqu'un là-haut peut fermer la porte parce qu'on a. Donc on va ouvrir les questions. Je vois pas les... Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant. Je voulais juste savoir si on pouvait jouer à un endroit donné avec les espèces d'arbres ou de végétation en général qu'on va planter, de façon à ajuster l'équilibre entre les différents flux de respiration, de réflexion de CO2, etc. Alors c'est une bonne question. Je pense que là on est un peu en limite de nos connaissances. Évidemment, si vous voulez replanter, tout le monde va vous dire qu'il faut faire ce que vous dites, c'est-à-dire mélanger les espèces, mélanger les arbres, pour deux raisons, pour des questions de biodiversité et pour des questions de résilience de votre forêt. Donc de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, l'effet, alors il est vrai qu'un feuillu et un conifère, un pin et un chêne, eh bien ils ne vont pas transpirer de la même manière, ils ne vont pas renvoyer de l'énergie de la même manière, mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'état de l'art de nos modélisations, surtout à moyenne et grande échelle, on n'est pas encore capable d'ajuster ça de manière assez fine. On est encore trop grossier sur ce genre de choses. Donc je pense que ça, oui, certainement, mais est-ce que c'est de l'ordre 1 ? Aujourd'hui, on essaye d'avoir l'ordre 1 de la réponse. Et là, je pense que c'est un autre ordre de réponse. Mais oui, évidemment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, donc pas les mêmes capacités, ni de photosynthèse, ni de transpiration, ni d'albédo. Et donc, oui, forcément, ça joue. Mais je crois qu'on n'est pas capable d'en tenir compte aujourd'hui, nous, dans nos modèles.
Autre question? Même question sur le cycle de vie d'un arbre. Quand on plante un arbre, il pousse, il absorbe du CO2 pour constituer le tronc, etc. On le coupe, on le brûle, le CO2 repart. Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il a mis du CO2 dans le sol? Est-ce que sur le cycle de la vie d'un arbre qu'on coupe puis qu'on brûle, il est neutre ou utile? Ah, ça, il n'est pas neutre, non, parce que après, il faut le voir sur toute sa durée de vie. À partir du moment où il est coupé, il relargue du CO2 dans l'atmosphère. Donc, si c'est pas repris quelque part, bah, c'est une augmentation du contenu en CO2 de l'atmosphère. Donc, le principe, c'est vraiment qu'il y ait un cycle permanent de ces choses-là. C'est pour ça que typiquement, sur une forêt amazonienne, quand on la brûle aujourd'hui, c'est dramatique parce qu'il y a énormément de carbone. Et que ce carbone-là, il est stabilisé depuis tellement longtemps qu'en fait, la forêt, elle est à peu près neutre en termes de CO2 aujourd'hui. Donc, si on la brûle, c'est un ajout massif dans l'atmosphère et il va falloir le reconstruire. Par contre, un arbre jeune pompe plus qu'un arbre vieux. Donc, après, c'est une question de calcul de la dynamique de la croissance et récupération. Après, le brûler, c'est moins bien que de le stabiliser. Mais effectivement, l'idée, c'est de faire du bois énergie. Donc après, c'est toute une dynamique à calculer qui dépend des arbres. Les erreurs qui sont faites souvent dans ce genre de choses, ce n'est pas des questions de carbone qu'on sait à peu près calculer. Je pense c'est qu'en fait, on plante des mauvaises essences au mauvais endroit. Donc on a des problèmes de biodiversité, on a des problèmes de ressources en eau. Quand on plante de l'eucalyptus au Portugal pour faire du bois énergie, c'est une hérésie parce que ça pousse très très vite. Mais si ça pousse très très vite, c'est parce que ça prend beaucoup d'eau très très vite aussi. Et dans des zones semi-arides, ce n'est pas une bonne solution. Donc c'est plus une question d'eau et de biodiversité qu'une question de carbone. Mais oui, vous avez raison, c'est un cycle. Alors il en a. Alors où est-ce qu'il l'emmène? Alors oui, donc il en a une partie bien sûr il le stocke dans son bois. D'accord? Donc en fait, c'est là qu'il le met, son carbone. Donc le bois qui est enraciné, eh bien, il reste de la matière organique dans le sol, puisqu'on coupe ce qui dépasse, la partie aérienne. Et la partie aérienne, elle repart. Soit elle est stabilisée si on fait des armoires normandes, un peu moins stabilisée si on fait de l'IKEA, et puis pas du tout stabilisée si on fait du feu. Autre question? Parfait. Si vous pouvez faire. Tout à l'heure, vous disiez que dans l'agriculture, il y avait un facteur 10 ou 20, même sans travail du sol, sur l'érosion. Donc, est-ce qu'on a des méthodes d'agriculture où on aura encore des terres dans le futur ou... Oui, alors l'agriculture de conservation, évidemment, elle stabilise quand même beaucoup plus le sol. En fait, dès que vous travaillez le sol, vous perdez de la terre. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas travailler le sol et d'avoir un couvert en permanence. Donc oui, bien sûr, cette forme d'agriculture, elle existe. Elle est pratiquée à petite échelle. L'objectif, c'est de la faire monter à une échelle plus grande. Mais l'objectif, vraiment, c'est pour ne pas perdre de sol, il faut que le sol soit couvert par de la végétation en permanence. À partir du moment où du sol est découvert, il y a de l'érosion. Soit éolienne, soit par lessivage s'il y a des pluies intenses. Valérie Masson-Delmotte vous a dit, avec le changement climatique, c'est des pluies plus intenses. Donc des pluies plus intenses, c'est des pluies qui emmènent du matériel, parce qu'il y a des inondations, etc. Donc la seule solution, c'est un sol couvert en permanence. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on ne perd pas de sol. Et même on en gagne, parce qu'on remet de la matière organique. Alors après, c'est un temps beaucoup plus long, mais on remet de la matière organique, donc on peut vraiment stabiliser, voire augmenter l'épaisseur et la capacité de stockage de l'eau aussi de ce sol. Parce qu'un sol nu, il ne stocke pas d'eau. Enfin, il peut stocker un peu, mais très souvent, quand il reste à nu, il forme une croûte, ce qu'on appelle une croûte de battance, une croûte de surface, qui fait que quand il pleut de manière un peu intense, ça ne rentre plus. En fait, il n'y a rien qui permet d'infiltrer l'eau dans le sol, donc ça ruisselle. Donc c'est de l'eau qui est aussi perdue pour le sol. Alors que quand il y a de la végétation, il y a des racines, il y a des trous, il y a de la porosité dans un sol, et puis il y a des vers de terre qui nous aident aussi, et donc l'eau rentre plus facilement. Donc oui, une agriculture qui protège, oui, c'est tout à fait faisable. On sait faire. Mais il y a des grands lobbies agro qui n'aiment pas trop.
Vous avez parlé tout à l'heure, d'abord merci pour la présentation, vous avez parlé tout à l'heure de gaspillage d'un nombre assez conséquent. Et est-ce que vous avez la répartition de ce gaspillage? C'est-à-dire, qui est-ce qui gaspille? Est-ce que c'est les particuliers quand ils achètent et qui jettent? Est-ce que c'est, par exemple, les entreprises qui, pour des raisons économiques, jettent aussi? Est-ce que c'est, comme vous avez dit, dans les pays en voie de développement, c'est une mauvaise gestion des stocks qui conduit à la péremption des biens? Oui, alors là, c'est compliqué. Alors, dans les pays en développement, ce n'est pas du gaspillage, hein, c'est de la perte. Et c'est de la perte par une non-maîtrise de certaines techniques, en fait. Hein, voilà. Conservation et transport. Le gaspillage, alors non, là j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Pour la France, en tout cas, je pense que sur le site de l'ADEME, ils ont fait énormément de travaux sur le zéro gaspillage, en fait, zéro déchet. Et en faisant le travail, parce que chacun de vous peut essayer de vraiment quantifier et ce que vous jetez ou ce que vous gaspillez, c'est assez intéressant. Et là, ils ont fait énormément d'études et ils sont capables. Alors oui, effectivement, il y a des choses, une partie qui est portée par les ménages, une partie qui est portée par la restauration collective, une énorme partie qui est portée par les grandes distributions. Donc oui, après, mais la répartition nette, je ne saurais pas vous dire là. Mais sur le site de l'ADEME, vous allez trouver toutes ces informations, je pense, ça c'est sûr. Si vous cherchez zéro déchet ADEME, vous allez tomber sur toutes sortes d'études et où ils vont vous donner tous ces calculs. En tout cas, à l'échelle française. À l'échelle mondiale, je ne saurais pas vous dire. Les 25 à 30%, ça inclut... Je n'ai pas entendu votre question. Les 25 et 30%, c'est la somme des deux. C'est la somme des deux, oui. 25 à 30%, c'est la somme des deux. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et j'ai assisté à la présentation de Gabriel hier et je suis heureux de ne plus être en deuil sur le grand cycle de l'eau. Car, on en a discuté avec Gabriel hier soir. Voilà. Et donc, M. Cloutot a dit que vous étiez membre de l'Académie de l'agriculture. Oui. En écoutant attentivement cette présentation que j'ai trouvée intéressante mais très technique, donc je devine que vous modélisez des perspectives d'amélioration de la situation de l'agriculture en France, en partie, enfin en tout cas en essayant de savoir comment les sols peuvent être mieux pris en compte. De mon côté, j'ai déjà entendu un certain nombre de conférences sur les sols, et notamment une de Marc-André Sellos qui nous parlait des 50 premiers centimètres de sol. Et ensuite, je reviens sur l'agriculture. Il a été présenté un film, je ne sais pas ce que vous en pensez, un film sur la régénération aux États-Unis, du fait que le labour, il fallait en faire son deuil aussi, parce que finalement, c'était quelque chose qui dénaturait le sol. Pour pouvoir lui redonner ses nutriments, il faut donc ne pas labourer. Donc ma question, dans un pays à forte activité agricole qu'est la France, avec des acteurs qui, comme l'a dit Gabriel Boulot hier, il n'y a pas à choisir entre est-ce qu'il faut être pour ou être contre ce qui se passe au sujet de l'eau et de la réserve d'eau. Comme cette eau va sur le sol pour pouvoir produire de l'activité agricole largement en France, à quoi servent vos modélisations? À quoi, sinon, à améliorer la pensée positive qu'on peut y arriver? Et ensuite, pratiquement, à quoi serve la modélisation de ce pourquoi vous travaillez et ce pourquoi vous voulez apporter de la connaissance à des étudiants? Je voudrais avoir une réponse. À quoi je sers, quoi, c'est ça? Oui, voilà. C'est toujours agréable, ce genre de questions. Merci beaucoup. Non, mais moi, je ne suis pas du tout sur l'agriculture. Je ne suis pas ingénieur agronome, donc je ne suis pas du tout sur les pratiques agricoles de demain. Moi, je suis vraiment sur ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire ce sur quoi je vais plus travailler, ça va être occupation des sols, aménagement du territoire et tentative pour essayer d'atténuer le changement climatique ou en tout cas l'intensité du changement climatique ressenti sur nos lieux de vie.
Après, j'ai plein de collègues qui font de la modélisation. Je pense que la modélisation, c'est un outil aujourd'hui absolument indispensable. Enfin, je veux dire, tout aussi indispensable que l'expérimentation, hein, de toute façon. Il faut absolument les deux. Et l'avantage de la modélisation, ce que je vous ai montré sur la Floride, c'est cette capacité de pouvoir tester toutes sortes de scénarios, toutes sortes et puis d'apprendre de décomposer. Je vous l'ai montré sur la forêt, quand on décompose tous les paramètres de la forêt, finalement, on se dit, tiens, mais c'est toujours pareil partout. Et puis pourquoi, quand je mets tout ensemble, y en a un où c'est plus et l'autre où c'est moins. Voilà, donc c'est des outils de compréhension, c'est des outils de... Après, sur l'agriculture, là, moi, je travaille avec des gens qui font ça, mais c'est pas du tout mon domaine. Je ne suis pas du tout dans mon champ de compétences. Merci beaucoup pour la... convaincu que je servais à quelque chose quand même. Hein. Merci pour la présentation. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous nous avez montré du coup des figures qui provenaient de modélisation, qui permettaient de mettre en relation la forestation ou la reforestation et les précipitations et ensuite l'assèchement du sol. Et on voyait que la reforestation et la forestation résultaient en fait à un assèchement global des sols. Est-ce que du coup, ces deux méthodes sont viables dans le futur ? Alors, qu'est-ce que vous parlez les deux méthodes dont vous parlez, c'est reforestation, afforestation ? Oui. Oui, alors c'est une expérience très très idéalisée, hein, dans laquelle ils mettent de la forêt, même où je pense qu'elle ne pousserait pas toute seule. D'accord, donc ce qu'il faut faire dans ce genre de choses, c'est d'ailleurs ce qu'on avait commencé à faire à un de mes étudiants, c'est vraiment mettre la vraie forêt avec son vrai fonctionnement. Là où elle pousse pas, elle pousse pas. Et puis, forcément, de mettre la forêt, ça réorganise le vent. Donc forcément, ça va retomber ailleurs. Et ça ne sera peut-être pas exactement les chiffres que j'ai donnés. Donc, ce premier calcul, il a vraiment un intérêt parce que, quelque part, il correspond à des choses qu'on sait. Et là aussi, c'est pareil, ils ont mis des arbres un peu génériques, je dirais. On parlait de la question que vous posiez tout à l'heure avec la bonne espèce au bon endroit et puis la composition d'espèces. On sait que quand on compose avec des espèces, quand on met un sous-couvert, etc., finalement, en tout, ça transpire un peu moins parce que comme on rafraîchit la surface, la demande est moindre, il y a moins d'énergie, il y a moins de demande évaporative, etc. Donc c'est un calcul assez complexe de protection des plantes les unes sur les autres qui n'a pas du tout été faite sur cette expérience. Donc cette expérience-là, elle permet de donner une première ligne directrice et ensuite il faut travailler plus en détail pour comprendre. Et puis de toute façon, on ne fera jamais une reforestation planétaire comme on le fait là. En fait, cette étude que je vous ai montrée, alors pas sur l'eau mais sur la forêt, c'est un article qu'on a vraiment beaucoup critiqué. Il est sorti pour des questions de carbone. Donc en fait, et ne faites jamais ça, c'est des géographes belges qui un jour ont dit « Ah, mais la reforestation, c'est vachement bien, et donc on va faire une étude ». Et ils ont oublié qu'il y a 30 ans d'études sur forêt et carbone avec une biblio démentielle qu'ils n'ont absolument pas lue. Et donc, ils ont fait un petit modèle dans leur coin pour faire une reforestation, un potentiel de reforestation. C'est la petite figure que je vous ai montrée. Et puis, à partir de là, ils ont mis des règles de 3, des facteurs de carbone. On ne sait pas d'où ça sort, leurs règles de 3. D'ailleurs, les chiffres, ils ont été incapables de nous dire d'où ça venait. Et puis, ils ont dit, voilà, en replantant la forêt partout là où je vous ai montré les zones vertes, on résout l'intégralité du changement climatique. C'est paru dans Science ou Nature, je ne sais plus, c'était un buzz, les journalistes étaient fous, ils nous ont appelés. On a dit, mais comment ça a pu sortir, un truc comme ça? Comment est-ce qu'on peut ne pas citer les 30 ans ou 50 ans de travaux qu'il y a et qui montrent que ce n'est pas si facile de faire un calcul comme ça? Et voilà, il y avait plein de choses comme ça. Par contre, après, il y a d'autres chercheurs qui sont allés reprendre juste la surface de forêt qu'ils avaient fait juste pour faire cette expérience de pensée sur l'eau. Là, il y a quelque chose qui se tient un petit peu mieux parce que la façon dont ils ont travaillé est beaucoup plus rigoureuse. Mais juste ce petit aparté pour vous dire, même si c'est sorti dans Science and Nature, mettez votre cerveau en route et ne croyez pas tout. D'accord ? Aujourd'hui, la revue par les pairs se fait mal et il y a quand même beaucoup de déchets dans les articles qui paraissent et qui ne sont pas tous bons, même s'ils paraissent dans des bons journaux. Donc,
ne perdez jamais, jamais, jamais votre esprit critique. Il y a quelque chose qui vous gratte quand vous lisez l'article, creusez. D'accord? Ou vous n'en parlez pas parce que vous n'avez pas le temps, mais si ça vous gratte, creusez. Il ne faut pas gober tout ce qu'il y a et tout ce qui sort. Vous êtes des scientifiques, vous êtes à Bac plus 5 et plus, vous posez les questions, vous êtes intelligent, vous avez un cerveau, vous êtes capable de réfléchir, ayez un esprit critique tout le temps, même quand c'est un article dans Science and Nature. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas belles dans ces journaux-là. Ça arrive. Pas toujours, mais ça arrive. Je voulais vous remercier déjà pour la qualité de votre conférence. Et j'avais une petite question au sujet des modélisations climatiques. On a vu justement que le fait d'oublier certaines boucles de rétroaction, ça pouvait conduire à avoir un modèle qui était grandement faussé. Et je me posais la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a, comment évoluent les modèles climatiques et est-ce que justement il y a des nouvelles rétroactions qui sont prises en compte et qui entraînent des modifications conséquentes des résultats qu'on peut obtenir par ces modèles? Alors, les modèles, ils ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de rétroactions climatiques qui sont prises en compte maintenant, de la chimie, de la dynamique de la végétation, des océans interactifs, du vivant dans les océans, de la chimie dans les océans, des humains qui mettent de l'azote et ça met des émissions chimiques. Et malgré tout ça, pour le moment, donc ça nous permet de beaucoup mieux représenter des événements passés. Ça nous permet de beaucoup mieux comprendre des spécificités régionales. Ça nous permet de beaucoup mieux comprendre certains moments où on a eu l'impression que le réchauffement climatique s'était un peu calmé et puis qui redémarrait parce qu'il y avait eu pollution et donc la pollution masquait l'effet du CO2 et puis les lois anti-pollution ont fait que tout d'un coup la pollution est partie et donc là c'est reparti à la hausse. Ça nous permet de comprendre tout ça. Par contre, pour le moment, ça ne change rien dans ce qui a été dit en 90, 91, dans le premier rapport du GIEC, par rapport à l'effet de l'être humain sur le climat et par rapport au réchauffement climatique. Donc, est-ce qu'il y a des rétroactions qu'on n'a pas encore aujourd'hui et qui vont peut-être amener des surprises? C'est tout à fait possible. Jusqu'à présent, les surprises n'ont pas été de nature à changer la trajectoire de ce que l'on fait sur notre climat pour le moment. Mais ça nous a amené vraiment à une très bonne compréhension régionale qui est de plus en plus fine pour ça. Et sur la variabilité aussi au fil du temps. Mais oui, on n'est pas typiquement le pergélisol. Hein. On ne sait pas. Et Valérie vous a montré des extrémas de montée du niveau des mers, l'instabilité de l'Antarctique. On a plein d'inconnus encore aujourd'hui sur comment ça va se faire, pourquoi ça va se faire. Ça a l'air d'aller plus vite que ce qu'on pensait. Pourquoi? Quel est le mécanisme qu'on n'a pas compris? Il y a des incertitudes et on n'a pas... Le modèle de climat, c'est notre connaissance actuelle mise en équation. Et même dans notre connaissance actuelle, il y a des bouts qui ne sont pas encore mis dans les modèles de climat de manière automatique. Par exemple, donc là, je vous ai montré... le rôle de l'usage des sols sur le climat. Les modèles globaux de climat incluent l'évolution de l'usage des sols. Les modèles régionaux, ceux qu'on utilise pour faire des simulations à 10 km de résolution ou 5 km, ils sont mauvais pour tout ce qui est usage des sols. Alors moi, je vous ai montré des expériences avec des modèles où on avait pris des bons modèles de surface. Mais aujourd'hui, ça reste des modèles développés par des météorologues qui ont encore du mal avec la surface. Donc en fait, à grande échelle, on fait les choses bien, mais à petite échelle, on ne fait pas encore les choses bien. Donc ces simulations à haute résolution qui sont utilisées pour faire des études d'impact sont potentiellement biaisées. Et donc on travaille pour essayer de corriger ça. Donc il y a des choses, il y a des cascades un peu partout, et il y a des inconnus un peu partout, et même quand les connaissances sont là, selon les communautés qui s'emparent de l'outil, ils ne vont pas mettre les mêmes connaissances dedans. Mais bon, ça, c'est le monde scientifique, c'est la recherche. Voilà. Ça répond partiellement à votre question. Merci Nathalie. J'ai entendu la fanfare dehors qui nous indique qu'on va s'arrêter. Donc pour ceux qui ont encore des questions, celles et ceux qui ont encore des questions,
Nathalie est encore là pour des questions en privé. Merci beaucoup à toutes et à toutes d'être venus écouter. On a encore une conférence demain soir, donc toujours même horaire, même lieu. Donc on parlera plus de philosophie. On va partir des modèles pour parler un peu de philosophie. Merci encore et merci beaucoup Nathalie pour cette conférence. Moi j'ai plein de questions, mais je te les poserai après.